Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, c'est l'heure de votre JT, voici le sommaire en images. Le point dans ce journal sur le rendez-vous trimestriel qui a réuni les adhérents de la Chambre de développement économique. Que vous réserve la saison 2012-2013 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo? La réponse dans un instant. Le métier de paraître, c'est le titre des carnets de bord de Laurie Tillman, Miss France 2011. Et puis direction le jardin exotique, enfin pour une découverte, celle d'une très belle exposition consacrée à Madagascar. Je vous le disais en titre, la Chambre de développement économique organise régulièrement des rendez-vous avec ses adhérents, 4 fois par an précisément. La dernière rencontre en date s'est déroulée en début de semaine du côté du Monte-Carlo Country Club. Jean-Christophe Dimino vous en dit plus. C'est un des rituels de la CDE, le rendez-vous des adhérents, une fois tous les 3 mois. Et pour ce début d'été, une centaine d'entrepreneurs, cadres et dirigeants se sont retrouvés sur la terrasse du Monte-Carlo Country Club. C'est tout à fait informel, mais aussi c'est tout à fait business, puisque c'est l'occasion justement de revoir des personnes en peu de temps, très rapidement, mais qui sont concentrées sur du business ce jour-là. Le cadre est idyllique, mais on parle boulot. L'occasion par exemple de faire le point sur l'état de santé de l'économie monégasque. Sur le premier trimestre, selon l'INSEE, le chiffre d'affaires des entreprises a augmenté de 17% hors activité banque-finance. Dans le secteur bancaire, précisément, les actifs et les dépôts ont eux aussi augmenté, passant de 73 à 80 milliards d'euros en 12 mois. Un dynamisme économique qui encourage donc les entrepreneurs à créer de la valeur et des services comme ces nouveaux adhérents qui cherchent à développer leur réseau. Nous avons choisi Monaco comme quartier général parce que les infrastructures touristiques, les infrastructures de services en général sont parfaits pour notre clientèle si belle. C'est le marché de chinoises de très haute gamme et je pense que ce soir c'est l'occasion plus importante pour nous pour être ici sur les marchés et pour faire connaître notre travail, notre service. Pour nous entrepreneurs, c'est vraiment un tremplin. Il y a des gens très efficaces au sein de la CDE qui nous aident à propulser l'entreprise et à augmenter le réseau qui nous permet, nous, évidemment, d'avancer. Et là, le réseau est quelque chose d'absolument primordial pour un entrepreneur. Clairement, c'est une place fantastique, Monaco et Monte-Carlo, pour faire ce que nous faisons, c'est-à-dire de la vente, de l'acquisition et du management de yachts et d'avions. Et au-delà des réunions d'adhérents, la CDE propose des rendez-vous plus techniques ou un focus régulier sur des marchés étrangers, sans oublier les missions de prospection économique. La prochaine, ce sera la Turquie, Istanbul, en novembre 2012. Après l'économie, place à la culture et à la musique plus précisément avec la présentation de la toute nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la saison 2012-2013. Alors que vous réserve-t-elle? José Sacré a assisté à la conférence de presse pour vous. Plus de 60 concerts proposés au public et dirigés par de grands chefs et des solistes reconnus, auxquels s'ajouteront des mini-concerts dans les écoles, les maisons de retraite, l'hôpital. C'est très résumé le programme de la saison 2012-2013 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dévoilé à la presse en présence des responsables de la culture à Monaco par le maestro Gelmetti, chef référent. Un programme préparé suivant cette idée directrice. Respecter le plus possible, soit dans la programmation, c'est-à-dire savoir mélanger justement ce qui est du contemporain, jusqu'à la tradition, qu'il faut la tradition, il faut le grand répertoire. Les gens ont le droit d'écouter la 5e, la 7e, l'héroïque de Beethoven, la symphonie de Brahms. Il ne faut pas le regarder avec quelquefois du on fait, mais pas seulement ça, donc des œuvres moins connues. Si on fait pour exemple un Tchaïkovski, ce n'est pas nécessaire de faire seulement la pathétique, mais on peut faire aussi la suite. Et en plus, de la nouvelle musique. Parmi les nouveautés, des concerts spirituels. On vit dans un pays catholique. Moi, personnellement, je suis catholique. Et moi, je trouve très important le dimanche pouvoir offrir aux gens qui ont cette conception de la vie un concert de musique sacrée. Nous, on est ici justement pour servir les gens. À cette programmation très riche s'ajouteront des concerts exceptionnels en collaboration avec l'Opéra et le Printemps des Arts, plus un concert de Noël diffusé dans toute la principauté. On va faire ces concerts avec le chœur de l'Opéra, avec des solistes, dans l'église de Saint-Charles. Il sera ouvert, on aura
le haut-parleur qui transmettra dans la ville ça et le méga screen pour l'écran pour voir. D'ailleurs, c'est une chose très simple, mais justement c'est une idée, c'est un hommage à la joie, vous voyez. Donc l'orchestre, elle est grande, c'est une grande orchestre et il va toujours de plus en plus faire des tournées, des disques, donc ça c'est important. Mais il faut comme une espèce de Giano, vous savez, il faut les deux regards, le regard à l'extérieur et le regard à l'intérieur. Maître Gelmetti a concocté, je dirais, une programmation de très grande qualité, très diversifiée, qui doit convenir, je crois, à tous les publics. Cette programmation permettra de maintenir à notre orchestre son niveau d'excellence, qui d'ailleurs a été, je dirais, tout à fait remarqué il y a quelques jours, à l'occasion, je dirais, des fêtes de la fête de la musique, et lorsqu'il s'est produit pour présenter pour la télévision un certain nombre donc de morceaux d'opéra, de musique classique et voire de musique contemporaine. Je crois que notre orchestre est vraiment un ambassadeur de la principauté. C'est ainsi qu'il est reconnu et je crois que c'est aussi quelque chose de tout à fait important pour nous tous. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo que vous retrouverez donc très prochainement dans la cour d'honneur du Palais Princier à l'occasion des concerts d'été. On prend à présent la direction de la mairie de Monaco pour parler également musique. Vous le découvrez sur ces images, la remise des prix de fin d'année de l'Académie Prince René III a eu lieu dans la cour en présence de son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. 69 élèves ont été primés sur 900 au total de l'Académie René III. Ces élèves ont été primés pour leurs excellents résultats tout au long de l'année scolaire. Prix de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, attribué à Timo Trouche, l'académie qui dispense des cours de musique dans différentes catégories et qui organise tout au long de l'année des concerts ouverts au public. De la musique à la danse, la compagnie Corps à Corps regroupe différentes structures de la catégorie amateur à la catégorie professionnelle. Depuis plusieurs années, la compagnie de danse enchaîne les concours avec succès. 2012 est d'ailleurs une très belle année pour cette compagnie puisque 2 élèves ont été récompensés lors de concours, Romane Langlois et Caroline Sierlet. La compagnie prépare en ce moment activement son gala de fin d'année qui aura lieu ce vendredi à l'Auditorium René III. Je vous propose d'écouter la directrice artistique. Elle revient sur le chemin déjà accompli. Nous avons déjà Ballet Duarte Jazz qui pour nous est très important puisqu'il nous aide à promouvoir la danse amateur et de par les concours. Nous en faisons de partout en France et en Italie toute l'année, même en Suisse. Et nous avons le plaisir de recevoir aussi les participants de toute l'Europe à nos concours internationaux. L'école Accordance et la compagnie Corps à Corps a obtenu d'excellents résultats tout au long de l'année. Nous avons fait 4 concours, dont le concours de Montpellier au mois de février. Nous avons également participé à la Confédération nationale de la danse qui se déroule en 2 étapes, avec le concours régional tout d'abord. Et ensuite, passe en national. Cette année, on avait le plaisir d'être à Nice, donc c'était super parce que pour les élèves, ça faisait un déplacement en moins, c'est certain. Et ensuite, nous avons aussi fait le concours de Monaco. Nous avons le gala de fin d'année, donc dans notre gala de fin d'année, nous avons tous les élèves qui ne sont pas en section intensive également. Donc nous présentons aussi le travail que nous effectuons avec des enfants à partir de 4 ans, sans limite d'âge ensuite. Donc on répartit le gala en 2 parties. La partie des enfants entre 4 ans et 12 ans, puis le soir un petit peu plus tard, les plus grands. C'est un gala qui est ouvert au public ? Oui, oui, oui. Tout le monde peut venir. Les places sont en vente dans notre école jusqu'au jour du gala. Et vendredi, vous pourrez également prendre des places directement au CCAM juste avant le gala. À noter donc dans vos agendas le gala de fin d'année qui aura lieu ce vendredi 29 juin à l'Auditorium René III dès 18h30. Elle a été élue Miss France 2011. Depuis, elle officie sur Eurosport. Laurie Tillman était en principauté pour évoquer la sortie de son ouvrage « Le métier de paraître », un livre sur les coulisses de son année en tant que Miss. L'occasion aussi de lever le voile sur les projets à venir. On l'écoute.
Ça a été une année mouvementée que j'ai vécue en tant que Miss France 2011 et j'ai noté en fait au fur et à mesure de mon année, je tenais un carnet de bord en fait qui me servait à justement me souvenir de toutes les anecdotes, les rencontres que j'ai pu réaliser durant cette année-là. Puis voilà, aussi de montrer au grand public un peu l'envers du décor de cette année qu'on ne connaît pas forcément lorsqu'on est derrière l'écran. Une année magique certainement et des moments aussi parfois de doute parce qu'on est confronté à un univers qui n'est pas forcément le nôtre, un univers médiatique, une sphère qui nous entoure basée sur l'image et sur la représentation en non-stop. Donc on est un peu arraché à notre région, notre famille, nos proches, propulsé dans cet univers parisien et amené à faire un tas de rencontres et de prestations, mais au départ qu'on ne connaît pas, donc je parle aussi de ça. J'ai une bonne nouvelle et je crois que vous êtes les premiers médias auxquels je l'annonce. Je viens de valider mon année en école de commerce, donc j'ai continué mes études et j'ai réussi à valider l'année qui me manquait, donc c'est une grosse satisfaction. En dehors de ça, je mène des activités, j'ai géré ma propre société qui intègre à la fois mon actualité et mon travail médiatique puisque je suis consultante sur Eurosport. Je pars notamment avec ma propre émission à Londres pour présenter justement les Jeux Olympiques cette année, donc ça va être un gros événement et une grosse actu. On prend la direction du Jardin Exotique pour clore ce journal avec la découverte d'une très belle exposition dont les photographies font écho à la faune et à la flore si particulières de Madagascar. Visite guidée signée Fabien Bonilla. 44 photos au format 50-75, des espèces pour la plupart endémiques de Madagascar, autrement dit vivant uniquement sur cette île située dans l'océan Indien. Madagascar, une île si particulière avec 5 climats différents, quasi équatorial d'un côté, subdésertique de l'autre. L'isolement de Madagascar et cette variété de climat y ont favorisé le développement d'une faune et d'une flore uniques au monde. Nicolas Segalerba, 29 ans, passionné par la photographie ainsi que le monde animalier, a trouvé depuis 2006 le terrain de jeu idéal. Madagascar, c'est un site où il y a de la biodiversité vraiment extraordinaire, où il y a une quantité d'animaux vraiment phénoménale. Voilà. Après, moi, comme je suis un passionné d'amphibiens, Madagascar, c'est un des sites au monde où il y a les grenouilles les plus extraordinaires, donc toutes les familles des Mantella, vraiment très colorées. Voilà, donc comme j'avais fait avant l'Amazonie, c'est vrai que c'était la continuité un peu Madagascar pour voir ce genre d'animaux. Entre des lémuriens, des grenouilles ou encore des oiseaux, Nicolas Segalerba appréciait le shooting d'un animal en particulier. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un, mais c'est vrai que l'Uroplatus fantasticus, ce petit gecko, c'est vraiment pour moi une espèce emblématique de Madagascar. C'est un gecko vraiment à la perfection du camouflage, c'est vraiment l'animal que je voulais voir absolument et je l'ai vu vraiment à la fin de mon dernier voyage. C'était vraiment la cerise sur le gâteau quand même de mon dernier voyage. Ces clichés sont des instants de vie, des animaux pris sur le vif. Pour y arriver, il faut bien sûr une grande connaissance de ce monde animalier, avoir l'œil, mais surtout de la patience. Il y a des animaux qui vont être très difficiles à approcher en fait, parce qu'ils ne sont pas habitués à l'homme ou des zones où ils ont été chassés, donc certains lémuriens qui sont très furtifs, très rares. Ça va être plus la difficulté pour certains lémuriens vraiment de pouvoir l'approcher au plus près et de ne pas avoir de branches parce que c'est des forêts très denses. Donc d'avoir un champ bien propre en fait, où l'animal est pas avec plein de branches au milieu. Donc c'est ça les difficultés principales, c'est l'approche. Après c'est la lumière en forêt, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre en forêt. Donc ça fait vite beaucoup de contre-jour avec les lémuriens comme ils sont en hauteur souvent. Donc après c'est avec le temps, au début on fait beaucoup de photos pas forcément bien et après sur chaque site, on apprend, on va dire, un peu sur le terrain. Sur chaque site et chaque espèce, on apprend à jouer avec. Ce jeune photographe est allé 4 fois à Madagascar, à raison de 3 mois par séjour, soit un total de 12 mois de travail sur place entre 2006 et 2012. Nicolas a pris près de 100 000 clichés pour arriver à réaliser une telle exposition. Une sélection de photos représentant des espèces emblématiques de l'île ainsi que d'autres espèces moins connues et parfois extrêmement menacées. Le résultat est visible dans la salle d'exposition du Jardin Exotique jusqu'au 5 août. Ainsi va l'actualité en principauté. On passe à présent à vos prévisions météo. Mercredi, soleil chaud, rares nuages. On pourra compter sur une légère brise de mer. Température de juillet comprise entre 22 et 27 degrés.
Jeudi, quelques nuages matinaux, du soleil et de la chaleur dans la journée. Vendredi, soleil à peine gêné par quelques nuages accrochés au Montagel. Comptez 28 degrés au meilleur de la journée. Pour le week-end, prolongement de la période de temps sec, assez largement ensoleillé, voire même très chaud dimanche, avec des températures pouvant largement dépasser les normales. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Monaco Info dans un court instant. Vous avez rendez-vous avec José Sacré pour tout savoir sur les premières sorties cinéma de cet été 2012. À très bientôt.